Bien, on reprend. Bien, s'il vous plaît, pouvez-vous nous asseoir, on reprend. Encore plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Bien. Donc là, cet exemple sur le vol de la mouche, c'est intéressant parce qu'il vous montre que finalement, je peux employer la même logique que mes réseaux de Breitenberg, simplement en changeant le type de capteur, et je peux être capable de faire un évitement d'obstacles qui est a priori qui est pertinent. Et cet évitement d'obstacles, je ne sais plus si j'ai les résultats dessus. Ah oui, pardon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà. Il a été testé, donc, notamment par les gens de l'équipe de Frank-Fini, et ils l'utilisent actuellement. Ils ont des projets avec, je sais qui c'est, Eurocopter, notamment pour avoir des drones d'hélico ou des avions ou des hélicos qui puissent voler au ras des pâquerettes sans système radar en utilisant que de la vision. D'accord? Alors ça, c'est des applications très militaires, évidemment. Mais leur objectif, c'est que habituellement, on sait faire ça avec des radars. Évidemment, si vous émettez un signal radar, eh bien, des détecteurs de signaux radar peuvent vous détecter et d'un seul coup, vous balancez un missile parce qu'ils vous ont détecté. Si vous utilisez que la vision, vous êtes en passif globalement. C'est pas vous qui faites la source d'éclairage et ça suffit pour pouvoir contrôler correctement un aéronef. Donc ça, c'est plutôt intéressant. OK? Donc ça c'est des choses qu'ils ont mis en œuvre. Maintenant, et les choses aussi qu'on peut montrer, c'est que exactement comme je vous l'avais montré avec ma source de lumière, je peux avoir mon flot optique, une source de lumière qui génère un signal statique, je peux fusionner les deux et avoir un véhicule comme ça qui va être capable d'éviter des obstacles et de se balader assez correctement dans un environnement qui est complexe. Donc ça, c'est sympathique aussi parce que ça signifie que je peux imaginer d'avoir des drones qui sont relativement simples, qui vont aller vers un but spécifique et qui en même temps éviteront des obstacles en fusionnant informations visuelles de nature différente. Ou ici, l'attraction peut très bien être un point GPS. D'accord? Vous pouvez avoir un GPS qui vous dit où est-ce que vous voulez aller. Ici, la vision qui vous fournit un autre signal. Et on peut fusionner tout ça dans le même système, du moment que justement on virtualise par exemple le signal GPS comme étant l'équivalent, comme s'il y avait une sorte de rétine qui vous permettait de sentir le signal GPS en disant ah c'est plus fort par là que par là. Et vous pouvez vous le refabriquer. Et donc finalement, on peut traiter avec ce genre de mécanisme-là un petit peu tous les signaux que l'on. Ça va? Le point clé, c'est tout le temps balancer cette histoire d'état attracteur et de balancer à quel est l'invariant. Maintenant, je garde cette notion de flot optique et la question, c'est comment font les oiseaux pour se poser sans se cracher sur le sol? Quel est leur algorithme qui leur assure qu'ils vont se poser à vitesse nulle au niveau du sol? Et donc, la question, c'est est-ce qu'on pourrait décrire l'atterrissage d'un oiseau comme étant le fait de maintenir un invariant? Est-ce que quand je me pose, c'est possible d'imaginer que quand je suis en train de me poser, j'essayerai de maintenir un invariant? Et si oui, quel invariant pourrait correspondre? Pardon? Maintenir une décélération. Si tu maintiens une décélération, ça veut dire que tu commences à décélérer très tôt et tu y aurait une décélération constante. Donc, à la limite, tu passerais avec une vitesse négative assez rapidement. Enfin, ça dépendrait de ta vitesse, mais tu as vraiment le risque que si tu maintiens une décélération et que tu es trop loin quand tu commences à décélérer, tu pourrais décélérer et être à vitesse nulle ici. Bang, tu es tombé. C'est mauvais pour toi, tu t'es craché.
Donc non, tu ne veux pas maintenir la décélération de manière constante, ça serait dramatique. Ils sont pas légers, ils ont des os. Oui, mais ils sont plus lourds que l'air quand même. Oui, même s'ils tombent en haut, ils tombent en bas, et force. Ah, ils se font moins mal, c'est ça? Ouais, j'ai vu des oisillons qui s'étaient tués en tombant de leur nid, hein. Non, ça ne marche pas. Non, non, il y a un vrai, il y a un vrai souci. C'est qui tout double, hein, les premiers vols, il faut quand même faire gaffe. Partir d'une vitesse minimale pour pouvoir toucher. Vous me parlez d'une vitesse minimale. Est-ce qu'une vitesse minimale, c'est un invariant? Parce que si tu dis que tu maintiens une vitesse minimale, ça veut dire que tu vas tangenter le sol avec une vitesse minimale. Cette vitesse minimale, elle est donc non nulle. Et si cette vitesse, elle est non nulle, ça signifie que tu rentres dans le sol. Donc, tu me fais une collision avec le sol. Donc, normalement, tu voudrais, quand tu es loin du sol, tu dois avoir une vitesse qui est élevée. Et plus tu te rapproches du sol, plus tu dois ralentir. Et tu dois tangenter le sol avec une vitesse nulle. Ou sinon, tu dois avoir de sacrés amortisseurs. On fait ça sur les avions parce que des fois, on n'est pas très bon quand on se pose. Mais globalement, les animaux, eux, voilà, ils n'ont pas tant d'amortisseurs que ça. Donc, ils font gaffe, eux, et ils se posent en tangentant comme il faut. Garder un ratio altitude, vitesse constant. Ouais, mais il faut connaître son altitude. Est-ce que tu connais l'altitude de ton sol? Non, tu ne connais pas l'altitude du sol. Tu n'utilises que le flot optique. Tu n'as droit qu'au flot optique. Bah, plus il va se rapprocher, plus il va vite s'arriver. Ouais, 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 Plus le flux optique est élevé, plus il doit baisser sa vitesse. ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est quoi l'invariant? Le nombre de fois qu'il. Garder le flot optique constant. Tu y étais presque. D'accord? C'est-à-dire que, en pratique, si vous voulez vous poser correctement, vous percevez un flot optique, plus vous rapprochez de quelque chose, plus le flot optique augmente. Et si vous voulez maintenir le flot optique constant, ben, globalement, quand vous êtes très proche, ça générera un mouvement très rapide, donc il faudra globalement s'arrêter. Et donc, vous avez bien quelque chose qui va vous permettre de tangenter le sol à vitesse nulle en considérant que ce que vous cherchez à faire, c'est maintenir le flot optique constant. Donc, il y a bien un invariant, c'est pour se poser. Donc, un atterrissage. Invariant. Et maintenir le flot optique constant. Et ça, globalement, tout le monde, tous les animaux qui se posent et les humains qui prennent l'habitude de se poser, sans le savoir, c'est tout le temps ce qu'on va faire. Parce que c'est le truc qui marche bien. Alors évidemment, on peut le faire avec vos instruments et compagnie, mais dans ce cas-là, ça va autrement. Mais si vous le faites en vol à vue, globalement, votre estimation des distances, elle est très mauvaise, mais votre estimation du flot optique, elle est bonne. Et vous n'avez pas du tout besoin, en fait, de connaître les informations de distance explicitement. Vous n'avez pas du tout besoin de voir en stéréo. Et d'ailleurs, les animaux, en général, vont voir avec des yeux qui sont sur les côtés. Et bien, malgré tout, ils vont être capables de se poser correctement. Et ils n'ont pas et ils n'ont pas une information de profondeur liée à leur vision. Ça va? Maintenant, autre question liée à tout le temps un problème de vision et être capable, par exemple, de trouver le bon invariant par rapport au problème. Si vous devez attraper une balle, eh bien, on sait qu'un humain, quand il attrape une balle, quand il joue à un jeu de ballon, globalement, et qu'il doit l'attraper comme ça, eh bien, il va essayer de maintenir un certain invariant lorsqu'il est en train d'attraper la balle. Et finalement, il ne va pas réfléchir, il ne va pas faire des calculs compliqués par rapport à la balle. Et il y a effectivement un invariant qui marche bien pour être sûr d'attraper une balle si c'est attrapable. Est-ce que vous avez une idée de quelle quantité il faut essayer de maintenir constante et comment on peut fabriquer un asservissement qui assurerait que vous allez attraper une balle?
La difficulté, c'est de changer de mode de raisonnement. Il faut penser à qu'est-ce que je maintiens constant. Non, pas le flot optique, là. La position de la balle la position de la balle. La position de la balle sur les mains. Elle touche pas la main, on est d'accord. Ouais, quelqu'un me lance une balle et je veux être là et être au point pour la rattraper. Tu disais? Qu'est-ce qu'elle doit avoir, la trajectoire de la balle? La trajectoire, tu ne la contrôles pas, on est d'accord? Qu'est-ce que tu vas essayer de faire par rapport à la trajectoire de la balle pour l'attraper? Pardon? Eh ouais. Voilà, un bon invariant, c'est vous maintenez la position de la balle constante dans votre champ de vision. Je vais vous montrer pourquoi. Dans le champ de vision. Donc, en fait, l'astuce est très simple. D'accord? Ce qu'on va chercher à faire, je vais peut-être mettre ici, ce sera plus simple. Voilà. Ce qu'on va chercher à faire, c'est de dire la chose suivante. On a une balle qui a été lancée par quelqu'un et qui va faire une trajectoire comme ça. Okay. Donc, on a cette balle qui est ici et nous, on est quelque part là et on veut l'attraper. Donc, on est en train de regarder ici et on va supposer qu'avec notre œil ici, quand on voit cette balle-là, on la voit à un moment donné, tac, je la vois sous un certain angle, peu importe sous quel angle je la vois. Enfin, d'ailleurs, je ne vais pas aussi, voilà, on va faire un peu. Voilà, imaginez, ça fait un truc comme ça. Donc, j'ai cet angle-là. Eh bien, ce que je vais considérer, c'est que la question, c'est à l'itération d'après, où va la balle dans mon champ de vision? En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, je vais voir mon alpha qui augmente. Si mon alpha qui augmente, bah, dans ce cas-là, je vais reculer. Si mon alpha diminue, dans ce cas-là, je vais avancer de manière à maintenir le alpha constant. Donc, je vais juste faire ça. Eh bien, ça va m'assurer que si je peux me déplacer suffisamment vite, bien forcément, quand la balle atterrira, je serai pile à l'endroit qu'il faut et je récupérerai la balle. Juste en maintenant constant cet angle-là. Et en fait, ça, c'est la stratégie que nous, on utilise. Ça a été montré. C'est pas une stratégie. En fait, il n'y a pas besoin d'essayer de calculer vraiment la vitesse de la balle et compagnie. Ça, c'est compliqué. On le fait pas. Mais maintenir juste constant cet angle par rapport à la balle, c'est suffisant pour réussir à attraper la balle. Même si on interrompt la balle vers un monsieur. Ah oui, probablement. Non, en fait, on espère qu'on va mettre les mains devant et ça va nous éviter de nous prendre la balle en pleine tête. Mais sinon, oui, on devrait se prendre la balle dans la tête. Oui. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Après, tu peux juste réagir au dernier moment pour dire comment tu veux l'attraper et compagnie, mais je pense que la stratégie de base, c'est vraiment celle-là. Et ça, vous voyez, ça ne vous demande pas d'être des calculateurs, des pros de la physique, des pros du calcul des balistiques et compagnie. Non, on se contente de maintenir un truc tout simple, un invariant, et maintenir cet invariant va être la solution à notre problème et va permettre de s'adapter à plein de choses. C'est-à-dire que même si je ne sais pas exactement à quelle vitesse je cours ou autre, dans tous les cas, je vais pouvoir m'adapter. Même s'il y a un coup de vent et compagnie, ça va marcher. Alors que si j'essaie de planifier et que je calcule à l'avance et que je me suis trompé ou qu'il y a eu un changement, ben mon calcul va devenir complètement faux. Là, ce calcul, il a toutes les chances de me permettre de fonctionner correctement. Ça va? Voilà, donc pensez que cette stratégie-là, ce n'est pas juste un petit truc qui marche une fois de temps en temps, c'est que clairement, tout problème, vous pouvez le réécrire de cette manière-là. J'ai d'autres trucs là-dessus. Ah oui, un autre exemple aussi qui est intéressant lié à la vision, c'est si vous pensez en fait à la mouche,
on sait que sur le sommet de son cockpit, elle a des ommatidies, donc vous voyez, donc sur la partie au-dessus, là, comme ça serait tout au-dessus. Et ces ommatidies, elles vont être exploitées, notamment chez la mouche mâle, pour détecter les mouches femelles. Et en pratique, ce qui va se passer, c'est que dès que la mouche va détecter le fait qu'il y a une tache sombre, entre guillemets, dans le ciel, elle va aller en direction de cette mouche-là pour tenter un accouplement. Et c'est uniquement quand elle sera arrivée à distance courte qu'elle va pouvoir utiliser des hormones pour valider si c'était bien ce qu'elle cherchait ou pas. Et globalement, c'est précablé comme ça. C'est comme si on avait deux systèmes de vision. Un système de vision qui est là pour l'évitement d'obstacles et un autre système qui est là pour permettre de gérer l'accouplement. Et il est vraiment dédié à ça. Et le truc, c'est que ça, alors c'est pas garanti que ça fonctionne à 100%, mais déjà, une petite tache sombre dans le ciel, ben c'est pas si courant que ça. Donc, ça va vous permettre de bouger dans la bonne direction et puis après de revalider avec un autre capteur. Mais donc, ça permet comme ça d'avoir le système qui a des chances de fonctionner. OK? Donc, voilà, pensez qu'il y a vraiment, dans le règne animal, il y a comme ça des tas de choses qui sont très spécifiques et qui sont des collections finalement de mécanismes réflexes et que c'est une bonne stratégie pour fonctionner dans des cas qui ne sont pas trop complexes. Ce que j'avais, donc ça c'est bon, ça c'était la même chose. Tac, tac, voilà. Maintenant, d'une manière générale, ben, quand on veut aller plus loin, la difficulté, c'est qu'on va avoir, on est d'accord, on va avoir des traitements qui sont en parallèle. Il va falloir arbitrer entre ces traitements. Donc, évidemment, si un seul s'applique, c'est cool, parce que ben, comme ça, il n'y a pas besoin de problème d'arbitrage. Et c'est ce qu'on a vu avec les véhicules de Breitenberg. Dans la vie, dans la vraie, ben, souvent, il y a plusieurs comportements qui pourraient s'appliquer. Donc, dans ce cas-là, il faut choisir. Alors, on peut avoir un mécanisme qui est un arbitre, qui, de manière statique, va, entre guillemets, calculer des poids sur chacun de ces traitements par ici, puisque chacun de vos traitements, on peut déjà le voir comme un petit réseau de neurones, et cet arbitre, il peut très bien dire, ah ben, je vais pondérer, je vais regarder lequel me donne la réponse la plus forte. Il pourrait vouloir dire que ce sont des traitements qui sont plus ou moins sûrs d'eux. Et donc, je vais, dans ce cas-là, suivre celui qui est le plus sûr. Donc ça, c'est une possibilité. On peut faire donc soit sommer les choses si c'est possible. Hein. Ça peut être, on a vu que ça marchait dans certains cas avec les véhicules de Breitenberg. On peut avoir des priorités ou des pondérations. On a des trois manières de pondérer. On a encore une autre manière qui va pouvoir fonctionner, qui fonctionne surtout ben, chez les mammifères qui ont un cortex préfrontal. C'est que je vais pouvoir inhiber des comportements. C'est-à-dire que je vais pouvoir arriver, c'est avoir quelque chose qui a des objectifs et dire, ah ben en fonction de cet objectif, celui-là, tac, je vais l'inhiber parce que ça ne m'intéresse pas par rapport à mon but. Et ce qu'on sait, c'est qu'a priori, quand vous planifiez des choses, on peut plutôt être dans une stratégie qui consiste à ne pas dire ce qu'on doit faire, mais plutôt à dire ce qu'on ne veut pas faire. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs comportements qui s'activent en même temps, ils peuvent être en conflit. Ils peuvent vous donner des choses opposées. Comme c'est problématique de faire des choses opposées, ben dans ce cas-là, il faut en inhiber un des deux. Et donc, c'est plus efficace d'aller inhiber des comportements plutôt que d'aller spécifier ce qu'on doit faire. Parce qu'aller spécifier ce qu'on doit faire, si on ne sait pas ce qu'il faut faire, ce n'est pas une bonne stratégie. C'est plus simple plutôt de dire, ah ben parmi la collection de tous les comportements possibles, n'essaye pas de faire celui-là si tu es dans quel type de tâche. Vous voyez? Et finalement, notre cerveau, le haut niveau, va plutôt penser en termes d'inhibition que penser en termes d'activation. C'est très contrariant, je dirais, quand on réfléchit par rapport à ce à quoi on est habitué en planification, parce qu'en planification, on imagine plutôt qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, en fait, ce que ça nous dit, c'est que notre cerveau, quand il planifie, il aurait plutôt tendance à nous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire. Et après, ben, laisse et fais ce que tu peux, fais ce que tu peux avec ce qui va être autorisé. Et sachant que forcément, les séquences, elles vont automatiquement émerger. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas reconnues à tel moment, donc on ne va pas les faire. Et puis quand la situation va arriver, tac, on va les reconnaître, donc on va pouvoir déclencher les comportements qui vont le. Et au final, ce n'est pas si courant que ça, en fait, les cas où il y a du vrai conflit et du conflit embêtant. Ça va? Donc, les animaux les plus simples, souvent, on peut imaginer que des aspects de priorité, c'est suffisant.
ou de pondération par rapport à des apprentissages. Et après, dans les cas les plus complexes, donc surtout chez les mammifères supérieurs, on va le voir avec une capacité à aller inhiber certains comportements. Ça va? C'est terminé là, sur cette partie, avec les véhicules de Breitenberg. Alors maintenant, une autre stratégie pour regarder, pour fabriquer en fait des comportements. Donc c'est toujours la même logique. On est sur l'idée de je ne cherche pas à faire un système hyper intelligent, je veux un système qui est basique, mais donc son intelligence, elle va venir finalement tout le temps des interactions dynamiques. Là, le modèle, il va changer un petit peu. Ce modèle, il est issu des notions des champs potentiels qui viennent de la physique. Donc, le principe, il va être très simple, il va consister à dire, mon agent, c'est une particule chargée. Alors, c'est une particule chargée positivement. Si je veux éviter des obstacles, je vais supposer que les obstacles, c'est aussi des particules chargées positivement. Donc, dès que je vais me rapprocher d'un obstacle, force de répulsion, tac, je vais m'éloigner. Évidemment, si j'ai un but quelque part, je vais dire, bah, le but, c'est une particule chargée négativement. Donc, je vais être attiré par mon but. Et donc là, je vais juste dérouler des équations physiques et je vais résoudre mon système physique. Et on sait que bah, forcément, s'il y a une solution, on la trouvera. En plus, si vous pensez en termes de champ potentiel, pensez que même si vous êtes en train de planifier, vous imaginez par exemple, ben, voilà, il y a des inondations en ce moment, donc ça vous permet de voir le truc, mais si vous mettez de l'eau quelque part, d'accord, et que vous cherchez à atteindre un but, ben, il suffit d'imaginer que vous cherchez à trouver le chemin qu'il faudra que cette eau, elle arrivera à couler à votre but. Ben, donc, si vous laissez l'eau couler pendant suffisamment longtemps, le moment où l'eau va arriver à destination, ça sera forcément le chemin le plus court qui mènera de votre point de départ à l'endroit où vous êtes. Donc, vous pouvez le faire avec de l'eau, vous pouvez le faire avec de l'électricité, avec un réseau de résistance d'électricité. Dans tous les cas, ça vous donnera un champ potentiel qui va correspondre au chemin le plus court. C'est bon? Et ça correspond à cette capacité à faire une descente de gradient qui peut être finalement très complexe. Je ne sais pas pourquoi il y a ce truc-là au milieu qui est apparu. C'est super bizarre. Je sais, bizarre. Enfin, je regarde. Alors, comment ça va marcher, ces histoires de champ potentiel? Eh bien, l'idée, c'est que on va calculer une distance entre deux points. Donc, un point, un but, XG, YG, une position I qui est la position courante. Et on peut juste calculer en disant, bon, ben, OK, je vais avoir cette notion-là de distance. Et quand je vais vouloir calculer mes forces, eh bien, je vais juste dire que c'est un gradient par rapport à la dérivée de cette distance par rapport aux coordonnées que je suis en train de prendre, donc ou par rapport au champ potentiel que je suis en train d'écrire. Donc là, je peux avoir un champ potentiel qui serait bêtement un truc quadratique, mais après, je vais pouvoir avoir plein d'autres formes que je vais pouvoir employer. Et cette idée, ça va être vraiment de dire, ben, je cherche des états d'équilibre dans ces champs de force. Et donc, si vous faites ça, eh bien, pareil qu'avec les autres solutions que vous avez proposées, on va avoir la capacité à dire, bah, OK, je suis là, je suis chargé genre positivement, eux aussi positivement. Dès que je vais me rapprocher des obstacles, ils vont me repousser et je vais pouvoir malgré tout atteindre mon but. Et donc là, on va vraiment travailler avec ces notions d'attracteurs et de répulseurs qu'on va fabriquer. Et ça a été formalisé. Les informaticiens se sont rendus compte que globalement, ils avaient besoin de 4 types de champs pour traiter tous les problèmes auxquels on pouvait être confronté. Donc, il y a un champ assez trivial qui est un champ attracteur. Donc là, vous voyez comment il marche. Le champ attracteur, ça va vraiment être juste de dire, je vais calculer la direction dans laquelle il faut aller. Ça sera dire, ben voilà, si j'ai un XG, un YG, et que moi, je suis à des coordonnées XY, ben, je vais faire pardon, mon X moins XG, mon Y moins le YG. Donc ça me donne normalement le vecteur qui va de mon point P, et ça, c'est mon but, qui va donc de P à G.
Si maintenant je veux fabriquer juste quelque chose qui a cette direction-là, donc pardon, P c'était X et Y, hein. Voilà, ça c'est ma position courante. Si je veux avoir juste le vecteur qui va dans ce sens-là, si je veux que ce soit un vecteur unitaire, ben, dans ce cas-là, mon vecteur, ça sera ce truc-là que divise la norme de V. Et là, pareil, pour le Y, je vais faire un truc qui sera comme ça pour avoir mes deux composantes. Et dans ce cas-là, évidemment, la norme de mon vecteur vitesse, ben, ça sera simplement la racine carrée de mon xg moins x au carré plus mon yg moins y au carré. Voilà. Et donc, quand vous faites ça, quand vous allez faire ça et vous allez faire ce calcul, ben, vous allez fabriquer juste ce vecteur-là. Il sera un vecteur unitaire. OK? Donc ça, vous pouvez vous fabriquer un champ qui serait constant. On peut bien évidemment se dire que c'est pas une si bonne idée que ça d'avoir un champ constant. On verra après dans quel cas c'est pas malin. Mais on peut en tout cas commencer de cette manière-là et déjà ça va nous résoudre des problèmes. Donc ça, un champ attracteur, un champ répulseur, bah bien évidemment on fait la même chose, mais on inverse le signe. OK? Donc complètement pareil, sauf que là, on va tenir compte du produit des charges en considérant, bah, OK, je vais avoir un sens qui va être différent, qui va changer en fonction de ce produit. Et puis là, on a un champ. Alors, le troisième champ qui est facile à comprendre, c'est un champ uniforme, un champ de translation. Je veux dire, ah ben tiens, si je rentre là, ici, tac, je vais bouger comme ça et je vais faire un mouvement dans ce sens-là. Le champ qui est plus délicat à comprendre, c'est celui-là, c'est un champ tangentiel qui fait que finalement, si j'arrive ici, tac, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner comme ça. Voilà. Ça, c'est un peu bizarre. Je ne vais pas expliquer pour l'instant, je vais attendre d'en avoir besoin et vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant d'avoir ces champs tangentiels. On va voir ça en pratique, c'est vraiment intéressant. OK? Donc voilà, donc ça, c'est mes quatre formes de champs. Et quand on va les appliquer, alors, il y a quelque chose d'important, c'est que si je ne fais pas attention, il peut y avoir une catastrophe. Alors, quelle catastrophe? Enfin, catastrophe. Là, je vous montre un truc qui marche bien, mais si vous prenez le cas général, ce qu'on va avoir, c'est que si, par exemple, j'ai un repousseur, eh bien, si je suis... Voilà, si globalement, j'ai mon but qui est ici, le but m'attire, là, j'ai un repousseur qui serait moins, et je vais faire exprès, voilà, je vais supposer que je suis pile là et qu'il y a P qui est ici, qui est aussi de type moins. Donc, mon repousseur, a priori, il exerce une force sur moi qui me fait partir dans la mauvaise direction, dans la direction opposée. Mon attracteur, lui, il me dit qu'il faudra aller par là. Mais normalement, en toute logique, plus je suis loin, moins les forces sont grandes, plus je suis proche, plus les forces sont importantes. Donc, normalement, ça devrait faire que ben, si j'ai un repousseur entre moi et mon but, je devrais m'éloigner de mon but et jamais me rapprocher de mon but. À part si j'ai du bol et que je finis par contourner, ou faire un truc comme ça. Mais vous voyez que c'est quand même pas une bonne idée de, quand l'obstacle est ici, de se dire, mais pourquoi, quand je suis ici, ça serait quand même mieux d'aller dans ce sens-là et de commencer à l'éviter que quand on est proche. Donc là, en général, ce qui va se passer, c'est que quand on a des repousseurs, on va avoir l'idée que la force, dans ce cas-là, de répulsion, elle est par exemple inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc dans ce cas-là, si vous avez un truc qui dit, ah, mais je divise par le carré de la distance, ma force de répulsion, elle va être négligeable au-delà d'une certaine distance. Ou vous pouvez mettre, donc là, ici, la force de répulsion, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Ou l'autre solution, c'est de dire, OK, je vais mettre une non-linéarité qui va faire que ma force de répulsion,
à partir du moment où elle est suffisamment faible, eh bien, elle sera égale à zéro si ma distance, elle est supérieure à une distance seuil qui serait donnée. Donc, il peut très bien être fabriqué comme ça en disant, je fixe un rayon et au-delà de cette distance, on ne voit pas le rayon seuil. Alors qu'évidemment, les buts, on a envie de les voir de très loin parce que sinon, on ne sait pas dans quelle direction aller. Ça vous va? Voilà, donc ça, on va essayer de fonctionner de cette manière-là. Si vous faites ça, alors, eh bien, ce qui va apparaître, c'est que vous avez un répulseur, donc là, vous voyez le champ qui crée, et vous voyez que finalement, il y a un truc comme ça qui se crée, qui fait que, bien évidemment, par là, vous êtes repoussé et puis vous allez aller ici. Et quand vous regardez ici le champ, ben, qu'est-ce qui va se passer, la trajectoire? Vous allez avoir une trajectoire, je vais faire comme ça, et vous allez. Alors, bien évidemment, si vous regardez cette zone-là, il y a un truc pas très joli ici, où globalement, eh ben, ce qu'on voit, c'est qu'on pourrait très bien rester coincé ici. Donc ça, on a tout le temps notre histoire de minimum local qui est possible dans la zone qui est vraiment de ce côté-là. Et si là, ici, ben, vous restez coincé, c'est pas de bol pour vous. Vous pourriez rester théoriquement coincé indéfiniment. Alors en pratique, si vous êtes dans le monde réel, il y a besoin de rien faire parce qu'il y aura tout le temps du bruit sur vos capteurs qui feront que vous allez être plus d'un côté ou de l'autre. Et vous voyez que dès que vous allez basculer d'un côté ou de l'autre, vous allez partir dans un sens ou dans l'autre pour rejoindre votre but. Donc, ça marchera bien. Mais si vous êtes en simulation, c'est vrai que vous pourrez rester coincé. Et dans ce cas-là, il faut rajouter du bruit. Il vous faut un peu de bruit pour vous sortir de cette situation-là et vous forcer à bouger. Et donc, si vous bougez un tout petit peu aléatoirement dans cette zone-là, de suite, vous allez basculer d'un côté ou de l'autre et tout ira bien. Donc ça, c'est quand même cool comme stratégie parce que si vous pensez à l'algorithme à étoile, l'algorithme à étoile, quand je dois naviguer dans cet environnement-là, je dois définir a priori ben, où sont les états, combien d'états j'ai. Donc là, ça signifie que normalement, il faudrait que je travaille avec quelque chose où je dois discrétiser en disant, ben voilà, combien de cases on va créer en fonction de ces cases, comment est-ce que je vais bouger. Et si vous voyez là la précision à laquelle je fais mon calcul et que j'imagine que chaque point deviendrait une case, eh bien, ça signifie que je dois résoudre un problème à étoile dans un truc où on a des milliers d'étapes, juste pour ce petit environnement. Donc, c'est dramatique, c'est-à-dire qu'en termes de temps de planification, mon temps, il va exploser. Alors, évidemment, je peux utiliser vraiment à étoile comme il faut en regardant les histoires à vol d'oiseau pour essayer de faire un peu mieux. Mais vous voyez bien que c'est quand même dommage de se dire que je me retrouve avec un problème de planification qui est très costaud, alors qu'au final, si j'utilise les champs de potentiel, la quantité de mémoire dont j'ai besoin, c'est juste de me rappeler les coordonnées de chacun de ces endroits et de faire jouer les petites équations de création de champs de potentiel. Donc, en fait, c'est une solution. J'ai le choix entre une solution où j'ai besoin d'un gros PC et de simuler correctement mon étoile, ou simplement un petit microcontrôleur. Et mon petit microcontrôleur, ben, je peux simuler sans problème une dizaine, une cinquantaine de particules, entre guillemets, qui interagissent. Parce que j'ai en plus pas besoin de calculer en tout point. Hein. J'ai juste besoin de calculer le champ que je vois à l'endroit où je suis. Sachant qu'après, je vais bouger et après, automatiquement, le calcul se refera. Donc, mon calcul, il est très léger puisqu'il consiste juste à chaque itération. Finalement, ce que je vais faire tout le temps, c'est de dire, ah ben ok, les forces qui, pour moi, je vais avoir une certaine somme de force égale un truc masse fois accélération et je vais impacter ça en mettant correctement ma solution. Et si on est malin, on fera bien avec égal masse fois accélération parce que je vais donner une masse à ma particule. Et le fait de lui donner une masse, de lui donner une certaine inertie, va faire qu'elle aura une certaine régularité sur sa trajectoire, ce qui nous évitera des mouvements qui sont un petit peu bizarres. Ouais. Ça va? Courage. On y est presque. Plus encore. Ça dure jusqu'à 16h15, c'est ça? Que 16h? Ah, pardon. Ok, ça marche. Je pense qu'à un moment donné, on vous a enlevé on décomptait la pause parce que la pause était obligatoire, mais donc dans ce cas-là, il était décompté du cours et donc le cours prenait un quart d'heure de plus. Il me semble que c'est ça, hein. Non? C'est pas ça, c'est bon, vous appelez ça. Vous avez du bol, hein. Il me semble qu'en Master Pro, normalement, si vous êtes en alternance, la pause, elle est hors du temps de cours, officiellement. Ouais, ouais, ok.
toute façon, quand vous en avez marre, on va arrêter de toute manière parce qu'après, ça ne servira plus à rien. Donc là, ici, bah, vous voyez que effectivement, je vais pouvoir travailler correctement, même dans un cas qui est relativement complexe. Hein, c'est ce qui est, pardon, c'est ce qui est montré ici. Mais effectivement, quand on est vraiment ici, on peut rester pendant longtemps à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir d'autres solutions. Donc ça, alors, oui, avant que je passe à cette autre solution, cet autre truc, est-ce que vous avez une idée d'application où ça va être utilisé, ces champs de potentiel? Donc, la robotique, c'est utilisé. C'est clairement utilisé lorsque on doit avoir un robot, par exemple, qui navigue dans une pièce. On ne veut pas s'embêter à tenir compte de toute la complexité de la pièce. Donc, on va éviter d'utiliser à étoile dans le cadre d'une pièce. Le à étoile, on va le réserver pour faire la planification, on va dire macroscopique. Mais localement, en général, les techniques de champ de potentiel, elles sont suffisantes. Les problèmes de minima locaux ne sont pas critiques, donc on va bien s'en sortir. Okay, donc voilà, ça c'est une application. Il y a une autre application où c'est beaucoup utilisé, ou en tout cas en ce moment les gens ils réfléchissent beaucoup à l'utiliser. Oui. La simulation des mouvements. Oui, alors clairement la simulation des mouvements de flou, c'est un truc où ça a été assez impressionnant parce que on modélise chaque humain comme étant une particule et on se contente de simuler l'écoulement de ces particules et on arrive à rendre compte des mouvements de foule sans aucun problème. Ce qui montre bien qu'une fois qu'on est dans une foule, on n'a plus tendance à être très intelligent et on ne peut pas grand-chose en fait sur ce qui va se passer. Et clairement, ça marche bien pour prévoir dans les immeubles la forme qu'il faut donner pour éviter qu'il y ait des tourbillons qui se créent, des tas de choses comme ça, et éviter qu'il y ait des gens qui se fassent piétiner parce que tout le monde va rester bloqué à un endroit donné. Donc ça marche très bien. Alors, il y a deux, en fait, j'ai en tête deux autres, j'avais oublié celle-là, mais tu as raison, ça en est vraiment intéressante. Il y en a deux autres encore que j'ai en tête. Validé? Pardon? J'ai vu, je crois que ça sert beaucoup à la système informatique. Le spatial, pour le voyage en espace. Ah oui, ben là c'est vrai, mais là je dirais que c'est le moment où on doit faire le calcul, on n'a pas le choix. Donc de toute manière, c'est le physicien en train de résoudre ces équations et effectivement, il fait sa simulation physique et oui, il n'a que ça à faire, il n'a pas le choix. Heureusement, il a pas, enfin, c'est ce qu'il faut faire pour bien prédire. Mais le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, par exemple, dans les films, quand on fait avec les images de synthèse aujourd'hui, quand on veut simuler le fait qu'il y a, je sais pas, des centaines de cavaliers qui déboulent dans une plaine et compagnie, et que ça coûte cher les figurants et les chevaux et ainsi de suite, et qu'on veut simuler ces trucs-là, eh bien, tous ces films-là, avec des trucs épiques et autres, eh bien, on va le faire avec des images de synthèse, et chacun, entre guillemets, des cavaliers avec les chevaux, va être animé comme si c'était une particule. Et donc, on va avoir juste le fait que les chevaux sont repoussés les uns par rapport aux autres, et en même temps, ils sont attirés vers un but lointain. Et donc, le designer, entre guillemets, se contente de donner des buts à différents endroits, des points de passage, et automatiquement, il va y avoir toute une séquence qui va pouvoir s'animer. Alors, évidemment, les chevaux, il faut simuler après le fait qu'ils sont en train de galoper, mais ça, on va juste avoir une simulation locale d'un galop et de comment on va poser les pattes, et on va juste reproduire ça partout. Mais donc, finalement, on va pouvoir employer ces techniques-là. Donc, on va les employer dans les films et dans les jeux vidéo, pareil, où il y a plein de personnages, où on va avoir ce genre de choses. Les premières fois où on l'a fait, c'est Pac-Man, hein, c'est vieux jeu. Mais déjà, à l'époque, utiliser ce genre de stratégie parce que ben, les fantômes, ils sont simplement attirés par vous. Donc, voilà, ils ont tendance à aller dans la direction dans laquelle vous êtes. Et s'ils sont suffisamment nombreux, ben, malheureusement, ça rend le truc déjà très difficile pour vous. Voilà. Donc ça marche depuis longtemps. Et puis d'ailleurs, mais en même temps, c'est aussi de la triche, hein, puisque c'est aussi le problème que l'on a, c'est-à-dire que dans certains jeux, les méchants, vraiment, ils vous collent au basque méchamment, même quand entre guillemets ils peuvent pas vous voir, ben, parce que eux, des fois, l'ordinateur les autorise à voir à travers les murs et à avoir accès à vos coordonnées, donc ils ont tendance vraiment à aller vers vous.
Et après, ils mettent des petits trucs relativement simples pour éviter que si vous êtes trop loin, ben, OK, ils abandonnent la poursuite, mais c'est tout. Voilà, donc, en fait, souvent, c'est fait de manière assez simple dans les jeux. Pardon? Ouais, voilà, il y en a plein, hein. Voilà, il y en a plein. Il y en a selon comment on joue. Ben, des fois, j'ai du mal à jouer parce que je pense trop à l'algo d'IA qui est en train de tourner derrière. Mais voilà, on comprend bien des fois comment ça marche, quelle est la mécanique qu'ils sont en train d'utiliser. Euh, donc, ma dernière application, c'est une application qui n'est pas du tout du domaine du jeu. Je reviens à mes problèmes, mes trucs d'avion. C'est la gestion du trafic aérien. La gestion du trafic aérien, vous savez que c'est un challenge qui est quand même relativement difficile et qui en plus est vital, c'est-à-dire qu'il y a des contrôleurs aériens. Ces contrôleurs aériens, ils ont une zone du ciel à contrôler et ben, pour une zone de la France, par exemple, il va y avoir, vous allez vous connecter à un endroit où on va vous attribuer un contrôleur et le contrôleur, il va suivre votre avion plus les avions d'autres. Voilà, il a une liste d'avions qu'il doit gérer. Et au final, on doit avoir suffisamment de contrôleurs par rapport à la quantité d'avions pour pouvoir gérer le trafic correctement. Et le défi, c'est que, bien évidemment, en général, malgré des fois ce que voudraient des écologistes, il y a de plus en plus de trafic aérien. Et donc, il y a des hubs comme ça qui sont très engorgés. Il y a la question de comment on va gérer les atterrissages et décollages. Et dans certains cas, ça revient juste à limiter la quantité de vols parce que les contrôleurs aériens ne peuvent pas gérer les vols. Parce que pour limiter les sources de problèmes, on vous attribue un volume, entre guillemets, et dans ce volume-là, il ne doit pas y avoir d'autres avions. Et donc, les contrôleurs vont être là pour éviter tout risque d'abordage et vont vous prévenir qu'il y a un avion qui circule proche de vous et compagnie. Et le truc qui est intéressant, c'est que notamment, il y a des cas où on a des zones, notamment parce que c'est des zones plutôt de vacances ou des zones qui n'ont pas d'infrastructure aéroportuaire. On a envie à un moment donné, par exemple, d'organiser un concert ou un événement. Il peut y avoir à ce moment-là peut-être une centaine d'avions qui vont arriver, mais il n'y aura pas les contrôleurs. Comment faire pour que tous les avions en arrivant de manière désorganisée au même endroit ne se rencontrent pas les uns dans les autres? Eh bien là, la solution qui a été trouvée, c'est de dire, ah oui, mais en fait, pourquoi passer par un contrôle aérien centralisé? Pourquoi ne pas décentraliser le contrôle aérien? Puisque chaque avion dispose d'un GPS, chaque avion est capable, entre guillemets, de prévenir l'abordage des autres avions. Il suffit juste de supposer que chaque avion, c'est une particule chargée négativement et que à chaque fois qu'on est quelque part, on broadcast à tout le monde nos coordonnées GPS. Et donc, les autres, s'ils sont suffisamment proches, ont accès à nos coordonnées GPS et vont pouvoir naviguer en essayant de nous éviter. Et théoriquement, ça pourrait bien marcher. Alors, il y a un petit défaut là-dedans. Je vais vous montrer sur un exemple. Pardon? Le défaut, c'est le suivant. C'est que si vous êtes ici, vous allez, voilà, vous avez un avion 1, un avion 2, et puis vous voulez aller en B, d'accord? Un veut aller ici et deux veut aller ici. Donc, ils sont les deux normalement attirés par leur but. Lui, il est attiré par ça et lui, il est attiré par ça. Et maintenant qu'ils ne sont pas suffisamment proches, les forces de répulsion sont négligeables, donc elles ne vont pas se trouver. Et quand je vais arriver ici, quand 2 va être ici et que 1 va être ici, les forces de répulsion vont commencer à exister. C'est-à-dire que là, tac, je vais avoir une force de répulsion par là, une force de répulsion par là, là j'ai une force d'attraction par là, là j'ai une force d'attraction par là. Total, où est-ce que je vais? Je vais comme ça. Et, et donc, je vais me retrouver à aller dans ce sens-là. L'autre va aller dans ce sens-là. Bye bye, my destination, et je continue comme ça. Et donc, c'est pas top, c'est-à-dire que la solution avec les champs répulseurs, elle était cool dans certaines situations, mais là, en fait, quand il y a plusieurs mobiles en même temps, ben, on voit qu'il y a une limitation, il y a un problème. Donc, tant qu'il n'y avait qu'un seul mobile, il n'y avait pas de problème. Maintenant qu'il y en a plusieurs, il y a un vrai souci. Si vous prenez un champ qui est tangentiel, eh bien, dans ce cas-là, le problème disparaît. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir ce problème-là,
ce qui va se passer avec un champ tangentiel, c'est que globalement, le champ, il vous dit que quand l'autre, d'accord, quand vous avez quelque chose comme ça, en fait, c'est un champ qui est tourné dans un sens, OK? Et donc, ça signifie que par rapport à ce truc-là, vous prenez la perpendiculaire. Donc, ça veut dire que quand je vais me rapprocher, j'arrive ici, quand 1 va arriver là et 2 va arriver là, eh bien, globalement, donc, il y a bien une force de répulsion comme ça, mais en fait, cette force de répulsion, elle va être prise en sens perpendiculaire. Donc, en fait, elle peut être prise dans ce sens-là, et puis l'autre, c'est pareil, ça va faire en fait donc une force qui est, on a dit, perpendiculaire, donc qui va aller dans ce sens-là, dans ce cas-là, par rapport à moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que lui, qui voulait aller vers là, ben, il va avoir tendance à y aller directement, et ben, lui, il va avoir tendance à tourner comme ça. Et donc, en fait, les deux vont tourner ensemble, et je vais créer une sorte de giratoire qui va apparaître. Donc, ça, c'est pratique parce que ça veut dire que même si j'ai N appareils, les N appareils qui vont arriver, ben, globalement, en fonction de leur temps d'arrivée, il y a un giratoire qui va se créer virtuellement et qui va pouvoir se déplacer en fonction de la quantité d'appareils qui arrivent, de manière à maintenir les distances comme il faut. Et tous mes avions, ils vont tourner autour de ce giratoire virtuel qui va disparaître et qui va pouvoir réapparaître, entre guillemets, ailleurs en fonction des besoins. Voilà. Et avec ça, ils ont montré que théoriquement, on pourrait faire voler énormément plus d'appareils que ce qu'on arrive à en faire voler avec du trafic aérien normal. Et donc, il y a vraiment des projets d'aller dans ce genre de solution. Il y a aussi d'autres applications dont vous avez peut-être entendu parler. Alors là, c'est des applications civiles. Donc, on peut peut-être éviter des accidents. Et applications aussi qui existent, c'est l'application militaire. Alors là, c'est plus pour, vous avez entendu parler avec les prochaines générations, peut-être pas, vous avez pas entendu parler, mais les prochaines générations d'avions de combat, c'est pas tant l'avion qui va être amélioré en lui-même, c'est le fait que chaque avion volera avec ses drones. Et il aura ses drones amis, entre guillemets, qui seront là pour l'épauler. Et le pilote de l'escadrille virtuelle pourra envoyer ses drones faire différentes missions. Ben donc, pour maintenir l'escadrille, l'idée, c'est qu'on va pouvoir utiliser, pareil, ces techniques de champ de potentiel pour permettre d'assurer le vol en formation. Ça marche très bien pour contrôler des vols en formation. Ça explique très bien le vol des oiseaux, par exemple. Oui. Du coup, pourquoi est-ce que telle solution n'est pas encore utilisée? Est-ce qu'il y a un problème de coût ou c'est juste un problème d'organisation? Ou un problème politique. Non, mais le problème, c'est que actuellement, le trafic aérien, il est géré par les contrôleurs aériens. Si vous voulez un boulot qui paye bien, ben, ça en est un. Ça paye très bien. Il y a une charge de travail qui est importante, mais ça paye vraiment très bien. Et ils sont très jaloux de leurs prérogatives et ils n'ont aucune envie que ça change. Après, c'est la même question que le vol automatique. C'est-à-dire que quand on a un truc qui est comme ça, il faut aussi accepter que c'est plus le pilote de l'avion qui décide de la trajectoire, mais que ça devient forcément le calculateur qui fait ce calcul-là. Et ben, on a encore un peu du mal à l'accepter. Bien que en même temps, on sait qu'on est capable depuis longtemps de poser, enfin de faire décoller, ça c'est trivial, mais de faire poser des avions sans aucune visibilité dans des situations où le pilote ne peut pas poser l'appareil, c'est globalement l'ordinateur qui pose l'appareil. Ça marche depuis longtemps. Mais c'est pareil, aller expliquer que pourquoi dans ce cas-là on garde deux pilotes à bord de l'avion et pourquoi on n'en garderait pas qu'un seul, voire zéro. Le un seul, on pourrait comprendre, mais on passe pas à un pilote parce que de toute façon, aucune compagnie n'a envie de supporter les grèves qui seraient liées au fait de passer de deux pilotes à. C'est étonné parce que apparemment, il y a un truc qui est sorti là, il y a pas longtemps que les compagnies low cost voulaient passer un seul pilote. Bah, bien sûr, mais elles essayent, mais voilà. Si elles y arrivent, c'est bien, mais évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tous les gens qui ont payé, en plus, en général, pour devenir pilote comme ça de ligne, la plupart du temps, c'est des formations qui sont privées, qui coûtent une fortune. Les gens qui ont investi là-dedans, si d'un seul coup, on leur dit que la petite fortune, normalement, qu'ils devraient gagner en devenant pilote de ligne, ça disparaît, ils vont pas être très contents. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a un problème du sens de l'histoire. La même chose avec les taxis, hein. Les gens qui ont des licences de taxi, vous allez leur expliquer que bientôt il y aura des taxis autonomes et qu'on est capable de faire effectivement, on sera capable d'avoir des taxis autonomes. Ben, ils vont regarder ça un peu bizarrement. Et pourtant,
la solution des taxis autonomes, ça peut être aussi une solution très écologique, hein, puisque si vous saviez que finalement, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a un taxi qui va venir vous prendre, quel que soit l'endroit où vous êtes, enfin, du moins, évidemment, vous êtes plutôt dans une zone urbaine, ben, la probabilité que vous continuez à avoir envie d'avoir votre propre voiture, elle sera beaucoup plus faible. Parce que vous serez complètement, entre guillemets, seul dans votre véhicule, vous serez tranquille, il serait disponible n'importe quand, il n'y a pas de problème de parking, il n'y aura pas de problème de temps passé à essayer de se parquer et compagnie, donc c'est beaucoup moins de dépenses d'énergie d'une manière générale. Donc c'est des stratégies qui pourraient arriver. Là, elles sont, je dirais, il y a encore quand même des obstacles techniques qui sont assez importants, mais il est probable que dans les années qui viennent, vous allez vivre le truc des chocs sociaux du fait de dire, ah oui, mais ces robots sont en train de prendre les jobs de tous les chauffeurs de taxi. Voilà, ça arrive dans un horizon plus ou moins court, hein. C'est qui aux États-Unis? C'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est Wago? Non, mais Tesla, ça marche pas encore. Ben, eux font beaucoup parler d'eux, mais ça marche pas encore bien. Mais il y a une société qui a vraiment des courses qui sont réalisées avec des taxis autonomes et ça se passe plutôt bien depuis maintenant, je crois, une bonne année dans plusieurs villes aux États-Unis. Alors, c'est toujours pas rentable, mais voilà, mais en tout cas, c'est des services qui fonctionnent. On peut imaginer que ça va devenir rentable. Voilà. La suite au prochain épisode, je crois que c'est quoi, dans 15 jours ou 3 semaines, je sais plus. Voilà, voilà, il y a dans quelques semaines. Donc, n'oubliez pas, voilà, voilà, réviser un petit peu pour la prochaine fois, histoire qu'on ne va pas tout réexpliquer.